Bonjour. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est un pas de côté. Parce que quand tout change, il faut savoir trouver des nouvelles inspirations. Et peut-être qu'on peut s'inspirer tout simplement du vivant, de la biologie, de la logique de la vie. Et qu'il y a là des choses qui peuvent nous faire réfléchir, nous faire bouger, nous porter vers des nouveaux champs, de nouvelles approches. Et il y a une chose qui vient assez vite à l'esprit, c'est que l'entreprise, ça consiste à réussir ensemble. Et il y a dans le monde du vivant et dans le monde animal des insectes qui ont développé l'art de réussir ensemble de manière extraordinaire. Je veux parler des abeilles à miel. Parce qu'en fait, une simple abeille modeste, petit insecte zézayant et zigotant, 1/10 de gramme, c'est pas grand-chose. C'est très modeste. Quand elles se mettent ensemble, au sein d'une ruche, au sein d'un essaim, en colonie, elles s'associent pour produire des kilos de miel. Alors vous voyez, 1 kilo de miel et 1/10 de gramme, on n'est pas sur la même échelle. Et pourtant, cela est possible. Grâce à une logique collective extraordinaire. Grâce à un mode d'organisation fascinant. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu mieux ce qui se passe dans cette ruche, de comprendre, d'essayer de décrypter quelles sont les conditions de cette réussite et de cette transformation collective extraordinaire. Au programme, d'abord un peu de découverte sur le fonctionnement de cette organisation animale extraordinaire. Et puis ensuite, on verra quels sont les quelques principes qui font réussir les abeilles, qui peut-être peuvent vous aider à réussir dans vos entreprises. Et enfin, un dernier lien avec ce qu'a dit Philippe, tout ça c'est des logiques de réseau. Évidemment, les abeilles ne réussissent qu'ensemble. Mais pas seulement, et c'est là que c'est intéressant. En fait, les abeilles, elles réussissent aussi avec les fleurs. Autrement dit, il y a une alliance entre le monde végétal et le monde animal, et c'est le réseau qui se tisse, les relations qui s'établissent entre ces deux univers, qui donnent notamment le miel. Mais plus que le miel, la pollinisation et la fécondation des fleurs sans lesquelles elles ne sauraient se renouveler. Autrement dit, c'est la dynamique du vivant, c'est la dynamique de la vie qui est directement liée à ce réseau, à cette alliance. Vous voyez qu'on rejoint le propos précédent, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe parmi les fleurs et les insectes. Alors, première chose, je vous livre quelques-uns des chiffres et des éléments d'appréciation qui vous permettent peut-être de faire le lien entre la puissance de ce collectif robuste, nombreux, organisé et la logique d'entreprise. Effectivement, le miel, qui est un petit peu l'or des abeilles, peut-être aussi leur financement, leur argent, peut-être leur PIB, je ne sais pas. C'est un peu des approches comme ça. C'est le résultat d'un travail collectif. C'est le résultat d'une collecte incroyable parmi le système floral. Et pour ça, il faut un nombre d'abeilles assez considérable. On considère que dans une ruche, on a un nombre d'abeilles qui varie entre 15 000 et 60 000. Pourquoi ça varie ? Parce que ça varie selon les saisons. Plus d'abeilles quand il fait beau pendant la belle période de l'été, et moins d'abeilles pendant l'hiver, où elles sont un peu en confinement d'ailleurs. Et puis,
C'est un système qui dure depuis des millions d'années, qui s'est adapté aux évolutions du système végétal et au climat de la planète. Alors, par contre, là, on va faire de l'optimisme grave. Effectivement, c'est un système qui a perduré magnifiquement et qui trouve des difficultés, notamment liées justement à la dégradation de la qualité du système végétal, à la multiplicité des toxines. Vous voyez qu'on va faire là aussi le lien avec ce qui vient d'être dit, et qui touche peut-être une crise majeure, alors que les abeilles assurent plus de 66% de la production mondiale de fruits et légumes grâce à la pollinisation. Autrement dit, en transportant le pollen d'une fleur à l'autre, parce que finalement la fleur dans une plante, c'est qu'un moment donné de sa vie, mais c'est un moment qui va se transformer après la pollinisation, autrement dit la fécondation, dans un fruit ou une graine qui permettra à la vie de se perpétuer. Voilà cette chose magnifique qui est le vivant. Et pour se perpétuer, il faut qu'il y ait une pollinisation dont on sait que les insectes sont les agents principaux de ce phénomène de fécondation des fleurs. Et que les abeilles, de par leur nombre et leur polyvalence à l'égard du système végétal, ont un rôle fondamental par rapport à ça. Alors, c'est une approche un peu originale, je vous l'ai dit. Il y a quand même là aussi une émergence scientifique qui me permet d'avancer un certain nombre d'éléments au cours de cette intervention. Ça s'appelle le biomimétisme, qui est une approche scientifique, nouvelle, émergente, qui consiste à décrypter les principes du vivant pour mieux le comprendre, pour augmenter notre immense data de compréhension du monde et pour mobiliser ce savoir au bénéfice des sociétés humaines. Ça s'appelle le biomimétisme. Alors, dans vos domaines, les structures en nid d'abeilles, par exemple, c'est typiquement un truc copié sur la structure de la colonie d'abeilles qui permet d'avoir des matériaux légers et solides. Je pense qu'il y en a plein dans les nombreux produits que vous proposez. Voilà un exemple même, parce qu'en fait, le biomimétisme, c'est comprendre le vivant, voir ce qu'on peut en tirer et en copier le meilleur. Structure en nid d'abeille, voilà un exemple qui me vient à l'esprit et qui est assez imagé. La démarche d'analogie, c'est celle-là, c'est de découvrir quelque chose que l'on ne connaît pas bien, qui n'est pas vraiment notre monde, pour s'en inspirer et pour le transposer dans notre logique et contribuer à notre changement, à notre évolution, à notre innovation. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, ce qui est génial chez les abeilles, c'est qu'elles vont nous aider à répondre à une question essentielle, qui est à la fois la question des entreprises, la question des sociétés et la question d'un réseau comme le vôtre. Et cette question, c'est comment réussir ensemble. Alors là, il y a plein de choses intéressantes à aller voir dans la ruche. Comment réussir ensemble? Question fondamentale, évidemment. Mais il y a des limites à cette approche, c'est que, vous l'avez noté, évidemment, vous avez affaire à des humains, pas à des abeilles. Je ne vois pas beaucoup de gens qui ont des antennes parmi vous. Et oui, et donc, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Question fondamentale. Eh bien, c'est que l'homme, il ne cherche pas à savoir seulement comment faire, mais il a besoin de savoir pourquoi le faire. Autrement dit, nous avons besoin de sens. Et nous avons besoin de savoir pourquoi. Et ça, c'est ce qui explique la philosophie, par exemple. Voilà. On a besoin, à l'inverse des animaux, notamment des insectes, de comprendre le pourquoi du comment. Et donc, en fait, c'est la grande limite de cette approche. Il y en a une, c'est que le comment, on va être très renseigné par ce qui se passe dans la ruche, mais le pourquoi, c'est un problème spécifiquement humain. Et donc, il faut savoir que vous qui êtes des managers, des dirigeants, vous avez à la fois à traiter du comment et du pourquoi, et que les deux sont indissociables l'un de l'autre. À la différence des abeilles de la ruche, qui ont juste à traiter du comment on fait pour réussir à faire du miel. Le pourquoi, on s'en fout, c'est l'instinct vital qui les anime. Ce qui n'est pas exactement pareil. Et donc, vous avez à traiter du comment et du pourquoi,
parce que vous n'êtes pas des abeilles, mais parce que vous êtes des humains. Et la question du sens est au cœur de la différence dans cette analogie que je vous propose. Et puis, alors là, on va parler d'optimisme grave. C'est-à-dire que la nature est géniale, merveilleuse, extraordinaire, voire elle nous nourrit, elle nous émerveille, elle nous donne des forces, elle nous inspire, mais elle n'est pas dans un très bon état. Et les abeilles ne vont pas bien. Depuis 50 ans, c'est la catastrophe. Les productions de miel, ça décline, notamment en France. La multiplicité des abeilles et des parasites, des problèmes de frelons asiatiques, de varroa, etc. Là, je parle un peu en tant qu'apiculteur, évidemment, rendent la vie des abeilles compliquée. Mais surtout, leurs difficultés viennent de la mauvaise qualité en quantité et en qualité de la diversité florale. Les abeilles ne sauraient prospérer sans un monde végétal prospère et de bonne qualité. Or, le monde végétal est bourré de toxines. Je vais vous en donner. Alors, je ne parle pas des pesticides, etc. Il y en a partout. Mais pour avoir moi-même analysé le miel de quelques-unes de mes ruches, j'avais fait faire ça par un laboratoire certifié, etc., qui m'avait dit, voilà, on trouve de la facélie, on trouve telle plante, etc., c'est super. Mais il y avait un petit nota bene en bas qui indiquait que traces de nanoparticules de plastique dans le miel. Hein. Et ce n'est pas le pot, hein, parce que je mets des pots en verre. Hein. Donc, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que nous avons des particules de plastique qui se baladent partout dans l'atmosphère. Une partie retombe dans le système floral et les abeilles, en allant chercher le pollen, elles ramassent du plastique. C'est quand même fou. Alors que le miel est le symbole même d'un produit d'une pureté et d'une magnifique transformation végétale en un produit magnifique pour les abeilles, mais nous aussi pour notre petit déjeuner. Voilà. La situation est assez sérieuse. C'est pour ça que je parle d'un écocide des abeilles qui peut entraîner un suicide des humains. Mais comme nous sommes dans un optimisme grave, j'en reviens à ce qu'on vient de dire, voilà, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir s'en occuper, mais pour de vrai. Parce que sauver les abeilles, ce sera sauver l'humanité aussi. Puisque finalement, le point commun entre les abeilles et les humains, c'est qu'on a besoin d'un système végétal prospère, diversifié et magnifique pour s'en nourrir en tous les sens du terme. Ok ? Donc, voilà un petit peu quelques éléments déjà sur la ruche et les colonies d'abeilles. Vous avez là deux choses. Un essaim sauvage installé dans une anfractuosité d'une falaise du massif de la Chartreuse dans les Alpes. Alors que je me baladais avec mon petit sac à dos, j'entends des abeilles. J'essaie de les localiser et je vois cette cavité avec un énorme essaim d'abeilles, avec ces rayons de cire verticaux, parallèles les uns aux autres, et au-dessus c'est tout marron, c'est parce que c'est plein d'abeilles. Elles sont installées de manière sauvage et autonome dans un petit coin de falaise du massif de la Chartreuse. Et elles se débrouillent très bien. C'est là qu'intervient l'homme, parce que les premiers humains, quand ils ont goûté le miel pour la première fois, ils se sont dit, ce truc-là, il nous en faut. Mais comme il n'y avait pas des supermarchés avec des pots de miel dans tous les rayons, il a fallu qu'ils créent une alliance avec les abeilles, qu'ils comprennent le fonctionnement de la ruche, qu'ils comprennent la logique de la colonie des abeilles, pour créer une alliance, ça s'appelle une ruche. Une ruche, c'est un abri favorable aux abeilles et à leur développement, qui permet à l'humain, à l'apiculteur, de favoriser leur prospérité pour en tirer un surplus de miel, car évidemment, l'apiculteur ne saurait s'approprier la totalité du miel produit par les abeilles. Le miel, il est nécessaire aux abeilles, d'abord pour le stock de l'hiver, qui est la période durant laquelle il n'y a pas de fleurs, mais elles continuent à s'alimenter au sein de la ruche pendant la période hivernale. Et puis, il est nécessaire pour les abeilles qui mangent du miel tout simplement pour vivre tous les jours.
En comptabilité, ça s'appelle le BFR, besoin en fonds de roulement. Et puis, il faut aussi des stocks dans vos entreprises. Si vous n'avez pas un minimum de réserve, de haut de bilan, d'abord, votre banquier va vous faire la tête. Et puis surtout, vous serez moins solide, moins robuste en cas d'aléa ou de difficulté. Et en fait, on considère, pour vous donner quelques chiffres, ce sont des ratios bien sûr, que sur une colonie d'abeilles, qui au cours d'une saison, d'une année, va produire 60 kg de miel, il y en aura 20 environ pour le stockage nécessaire à l'hiver, il y en aura 20 environ pour nourrir les abeilles tout au long de l'année, et alors l'apiculteur pourra estimer sa récolte à environ 20 kg de miel, qui correspond à un surplus qu'il peut s'approprier sans nuire à la prospérité du système des abeilles. Voilà déjà une première notion qui peut-être nous renvoie à une notion d'actionnaire éventuellement. C'est peut-être une analogie qui peut fonctionner. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entrer un peu plus rapidement, évidemment, dans la logique de la ruche pour après en tirer quelques leçons en termes d'organisation. Dans la ruche, vous avez 3 insectes différents. La reine, au-dessus sur l'image, au milieu les abeilles ouvrières, très nombreuses, et en bas il y a des mâles, parce qu'évidemment il y a quand même des garçons dans l'histoire. Et la reine, il n'y en a qu'une, une seule. Et elle a un abdomen particulièrement développé, dans lequel il y a tout son appareil de ponte, car c'est la seule des abeilles de la ruche qui a une capacité à pondre des œufs et à générer des larves qui deviendront des abeilles. En fait, c'est la reine mère. Voilà. Et donc, elle a une fécondité extraordinaire, elle a un appareil génital incroyable pour assumer cette fonction, elle a une spermathèque pour stocker le sperme des mâles, et elle pond des œufs, pof, 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 pof. Elle en pond. Alors, nous sommes maintenant nous sommes fin mars, et elle a déjà les premiers signaux du changement du système floral et de la saison, et de l'augmentation des températures, de l'allongement de la durée du jour. Et la reine, elle est stimulée par les premières abeilles qui sortent en disant il faut y aller, il faut renforcer l'effectif, il faut embaucher, il faut y aller, boum, boum. Et elle se met à pondre, à pondre, à pondre, à pondre. Et l'effectif va progresser pour atteindre jusqu'à 55 000, 60 000 abeilles à la belle saison du mois de juin, quand tous les fleurs seront au summum de leur épanouissement. Voilà la reine. Maintenant, dans la ruche, il y a des ouvrières. Ce sont des femelles stériles et qui font tout le boulot et toute l'organisation de la ruche. Voilà. Le mot ouvrière convient assez bien, finalement, par rapport à notre propre vision d'une logique de production. Okay ? Et puis alors, il y a des mâles. Alors, les mâles d'abeilles, c'est des faux bourdons, ça ressemble à une abeille, en plus gros, en plus dodu, en plus poilu et en plus feignant. Alors, j'insiste, le biomimétisme, ce n'est pas faire bêtement du copier-coller quand même. D'accord ? Et donc, ça m'amène à vous dire une chose importante, c'est que dans la ruche cohabitent 2 fonctions. Produire, c'est le boulot des ouvrières, et se reproduire, c'est le boulot de la reine et des mâles. Évidemment, vous, c'est surtout produire qui vous intéresse normalement. Bon, voilà. Un premier éclairage, et pour avancer rapidement, comment naissent les abeilles ? Très rapidement, on ne va pas faire un cours de biologie, mais il faut quand même comprendre les bases. Quand la reine a pondu un œuf, pof, au bout de 3 jours va sortir une petite larve. Cette petite larve, elle va être nourrie par les abeilles nourrices, qui vont donner 3 substances magnifiques pour assurer le développement de cette petite bestiole. De la gelée royale pendant 3 jours, du pollen, qui est une protéine végétale issue des fleurs, et du miel, bien sûr, qui vient du nectar floral transformé par les abeilles. Eh bien, ce nourrissage de la larve va lui permettre de grossir, prendre des forces, s'enfermer dans un cocon et se métamorphoser en abeille. Et au bout de quelques jours, va sortir une abeille adulte. Vous avez noté sur l'image qu'il y a une différence entre la production d'une abeille ouvrière et d'une abeille reine. C'est tout simplement la nourriture qui va être donnée aux larves. Une larve qui est nourrie exclusivement à la gelée royale, qui n'a jamais la chance de goûter le miel et le pollen, deviendra au moment de la métamorphose une abeille reine. Et là, il y a une première
réflexion que je vous suggère. La métamorphose, c'est vraiment un changement radical. C'est vraiment un changement incroyable, celui dont on parlait encore tout à l'heure. Quelles sont les conditions du changement dans la ruche, de la transformation de la petite larve en abeille? Il faut du temps et de l'énergie. Je pense que cette première idée, pas de changement s'il n'y a pas le temps nécessaire pour changer et l'énergie pour transformer les choses. Voilà une première réflexion que je vous soumets. Et puis, très rapidement, quelles sont les activités de la ruche? Et là, plutôt celles des ouvrières. On peut comparer la ruche à une industrie qui prendrait des matières premières pour les transformer, pour répondre aux besoins de sa société. Quelles sont ces matières premières? Le pollen, qui deviendra la nourriture des petites larves dont nous venons de parler, d'où le biberon que j'ai indiqué sur l'image. Le nectar, cette magnifique petite substance sucrée produite par les fleurs que les abeilles vont absorber et transformer en miel et qui deviendra leur nourriture. L'eau, qui sert à climatiser la ruche pour éviter les écarts de température trop importants. Et la propolis, une magnifique substance végétale qui est un puissant bactéricide et fongicide qui va éviter le développement des maladies au sein de la ruche et qui va servir de mastic pour justement colmater les ouvertures et réguler les courants d'air au sein de la colonie d'abeilles. À ce titre-là, on peut comparer la colonie d'abeilles à une industrie qui prend des matières premières pour les transformer et répondre aux besoins de la société. Mais vous avez noté qu'il y a sur le côté une abeille qui est en train de voler vers une fleur pleine de pollen. Et en fait, cette fleur de pollen va être pollinisée par la relation que l'abeille va établir entre cette fleur et les autres fleurs de la même espèce. Et bien là, on peut comparer la colonie d'abeilles, non pas à une industrie, mais à une société de services. Une société de services qui consiste à mettre en relation différents partenaires pour répondre à leurs besoins et les transformer et leur donner des solutions. Et la pollinisation, c'est le résultat d'une mise en relation entre les fleurs qui permet aux fleurs d'assurer leur fécondation et leur fécondité. Donc vous voyez bien qu'il y a là des approches qui sont un peu comparables aux logiques d'entreprise qui sont les vôtres. Dernière chose sur les abeilles, avant qu'on rentre dans la logique de leur organisation, eh bien en fait, voici un essaim d'abeilles suspendues à la branche d'un cerisier, photo que j'ai prise dans mon jardin, le truc idiot et simple. C'est un collectif d'abeilles. Au milieu, il y a une reine. Elles ont quitté la ruche pour fonder une nouvelle colonie, une start-up, une spin-off, à partir d'une maison mère qui était la ruche de base. Une partie des abeilles s'en vont pour conquérir le monde, conquérir des nouveaux territoires et développer une seconde unité qu'on appelle un essaim. Et c'est un collectif qui est puissant. Il y a là 20 à 30 000 abeilles. Il est viable parce que son objectif, c'est de s'installer rapidement dans un nouvel endroit pour prospérer à nouveau. Et il est robuste, il fait face aux aléas d'un voyage vers l'inconnu qui permettra d'établir une nouvelle colonie d'abeilles dans le voisinage de la première et à partir d'une souche, faire une deuxième entreprise, si j'ose dire. Alors, nous allons voir maintenant 8 facteurs de réussite des abeilles qui peut-être vont vous amener à faire quelques liens avec vos logiques à vous dans vos entreprises, dans votre réseau magnifique. Et donc moi je vous parle d'abeilles évidemment, vous ferez sans doute volontiers le lien avec vos propres logiques humaines et entrepreneuriales. Première chose qu'il faut savoir quand on étudie les abeilles, on s'aperçoit que la reine n'est pas la chef du système, contrairement à ce qu'on croit souvent. La reine, elle a seulement 2 rôles, assurer la démographie du système, mais un autre rôle très important qui est la cohésion des abeilles entre elles. La reine n'est pas la chef de la colonie d'abeilles, ce n'est pas elle qui distribue les tâches et qui donne les ordres au sein de la colonie. La reine, elle a uniquement le rôle de faire évoluer l'effectif
de l'équipe d'abeilles en fonction des saisons. Mais elle a un deuxième rôle, très fondamental, qui a été mis en avant par les éthologues. Les éthologues, ce sont ceux qui étudient les sociétés animales. C'est qu'en fait, la reine, elle produit une phéromone. Alors en fait, c'est une odeur. Chaque reine a sa propre odeur qu'elle diffuse, une sorte de parfum, à son entourage et qui est distribuée à toutes les abeilles d'une même colonie qui portent la même odeur, la même signature olfactive de la reine. Et ça montre que un des facteurs de la puissance de la colonie d'abeilles, c'est la cohésion du système. Alors évidemment, c'est une cohésion biochimique. Nous, les humains, pour faire de la cohésion, il faut à la fois du comment et du pourquoi. Et ça s'appelle un séminaire ou un réseau. D'accord ? Mais chez les abeilles, ce phénomène de cohésion est très important parce qu'il est entretenu de manière continue par la reine, jour et nuit, toute sa vie, pendant les 4-5 ans de sa vie. Elle n'arrête pas de diffuser une hormone de cohésion pour que tout le monde appartienne au même groupe. D'où la force d'une colonie d'abeilles. D'où le fait que quand vous ouvrez une ruche, tout le monde vous saute dessus. Parce qu'il y a une logique de groupe très puissante qui est entretenue en permanence. La cohésion est un facteur clé chez les abeilles de leur puissance, de leur identité commune au sein d'une même ruche, de leur solidarité, de leur capacité à se défendre. C'est ainsi que, par exemple, les gardiennes, qui sont à l'entrée de la ruche, sentent l'odeur d'une abeille qui vient de l'extérieur. Si celle-ci a l'odeur de la reine, elle appartient à la communauté et peut entrer très volontiers dans la ruche. Si c'est une abeille qui n'appartient pas à cette communauté, elle est rejetée. Alors évidemment, si c'est un frelon asiatique ou un prédateur, là c'est carrément coup de pied aux fesses. D'autant plus que les gardiennes, c'est pas comme la police municipale, elles ont des armes, ça s'appelle un dard avec du venin, et donc ça rigole pas. Ça veut dire aussi une autre chose, en dehors de la cohésion, au passage, j'ai envie de vous dire ça, quand on a un trésor, dans la ruche c'est le miel, il faut savoir le garder pour ne pas se le faire piquer. Chez vous, eh bien, c'est à la fois vos richesses humaines, financières, mais c'est aussi vos brevets, votre savoir-faire et, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, ce que vous amenez dans la data générale qui permettra de mieux comprendre et interagir dans le monde qui vient. Deuxième notion. Alors oui, j'ai longtemps habité en Savoie et j'avais quelques ruches au milieu des alpages. Alors là, on est dans le massif de la Vanoise. Et un beau matin du mois de janvier, il y a quelques années, je suis monté voir mes ruches pendant la période hivernale pour voir si tout se passait bien. Et j'ai pris une photo car la météo était particulièrement belle. Et j'ai eu la réflexion suivante que je vous partage. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas les abeilles, voyant ces pauvres bestioles enfermées dans des ruches sous la neige alors qu'il fait froid, qu'il n'y a pas de fleurs, pourrait estimer que chaque colonie est morte parce qu'elle n'a plus les moyens de vivre et de survivre. La réalité n'est pas celle-ci. Dans chaque ruche que vous avez sous les yeux, il y a une colonie d'abeilles réduite à 15 000 abeilles, une reine, qui est en mode survie et qui peut passer l'hiver que parce qu'elle a collecté du miel pendant la belle saison d'été. Et là, en fait, elle est un peu en confinement. Et elle va pouvoir se redévelopper au printemps prochain. Et cette réflexion qui m'est venue et que je vous propose est la suivante. Finalement, qu'est-ce qui fait la force de la colonie ? C'est qu'elle a un projet commun à toutes les abeilles, qui est de constituer des réserves de miel pour passer l'hiver. Alors évidemment, ce n'est pas conscient au sens humain du terme, c'est plutôt instinctif. On est d'accord. Vous, normalement, vous êtes capable d'aller au-delà de l'instinct et de passer à la réflexion. Et donc, ça m'amène à cette deuxième analogie. C'est quoi le projet commun de votre entreprise ? Et surtout, en tant que dirigeant, que manager, qu'est-ce que vous faites pour que ce projet soit commun à tout le monde et partagé ? Et ça s'appelle du management. C'est votre responsabilité. Avec la dimension humaine, évidemment, puisque chez les abeilles, ce projet, il est plutôt explicite.
implicite, pardon, c'est-à-dire qu'il va de soi, il n'est pas discuté. Chez les humains, il doit être explicite, c'est-à-dire expliqué. C'est votre boulot de manager. Une entreprise qui n'a pas de projet, ça ne sert à rien. Mais si le projet existe, il faut qu'il soit commun et partagé par tous les membres de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai boulot, ça s'appelle du management. D'accord ? Toujours maintenant, pour avancer dans la logique de la ruche, essayer de s'en inspirer, je vous propose maintenant sur ce schéma l'organigramme de la ruche. Tiens, un organigramme, bah oui, c'est une manière de représenter une organisation. Vous noterez qu'en rouge figurent les logiques de reproduction et en bleu, les logiques de production. Alors, en rouge, le cercle rouge, c'est la reine, c'est le contenant et c'est le volume des abeilles de la colonie. Les étoiles rouges, c'est les mâles. En fait, eux, ils pensent qu'à une chose, c'est s'envoyer en l'air avec une reine pour la féconder. Bon, c'est assez utile aussi, mais ce n'est pas de la production, on est d'accord. Par contre, je vous ai mis en bleu les 6 équipes essentielles qui font fonctionner la ruche, qui sont des équipes d'ouvrières. Et quand on analyse ça de manière précise et scientifique, on s'aperçoit que chaque abeille ouvrière est toujours dans une de ces 6 équipes. Les équipes qui font le nettoyage et la logistique, on les appelle les nettoyeuses. Les nourrices qui assurent le nourrissage des jeunes larves dont nous avons parlé. Les cirières qui bâtissent le rayon de cire en nid d'abeilles. Les ventileuses qui assurent la climatisation. Les gardiennes qui font le contrôle d'accès pour que le trésor qu'est le miel ne soit pas récupéré par des par des prédateurs notamment. Et puis les butineuses qui vont parcourir le système floral pour collecter le nectar notamment. Eh bien, il faut savoir 2-3 choses que nous avons appris en étudiant ces insectes fabuleux. La première, c'est que chaque abeille ouvrière, au cours de sa vie, va changer 6 fois d'équipe, va commencer comme nettoyeuse, ensuite devenir nourrice, puis cirière, ventileuse, jusqu'à butineuse. Autrement dit, il y a une agilité et une évolution des abeilles au sein de la colonie d'abeilles. D'autre part, quand une abeille est nettoyeuse, elle commence par nettoyer, à ranger, à faire la logistique. Et puis, elle va ensuite changer d'équipe pour devenir nourrice, la même abeille. Quand elle arrive chez les nourrices, elle ne connaît rien au nourrissage, elle est plutôt une abeille junior et elle va apprendre des abeilles seniors les méthodes et les principes du nourrissage des larves. Autrement dit, dans chaque équipe, non seulement les abeilles changent d'équipe, mais dans chaque équipe cohabitent des juniors et des seniors, et ce sont les seniors qui engagent une sorte d'apprentissage au bénéfice des jeunes. Un truc incroyable. Alors vous avez des OPCO et des tas de trucs pour financer l'apprentissage, voilà, mais c'est quand même incroyable de constater que cette logique d'apprentissage, elle existe aussi dans le vivant, dans la nature et chez les abeilles. L'apprentissage, c'est simple, c'est ceux qui savent font bénéficier leur expérience, leur savoir, en montrant aux juniors comment faire. Ne pas négliger l'apprentissage, me semble-t-il. Et puis, autre chose, vous avez noté que chaque équipe est en interaction avec les autres équipes, que les équipes ne sont pas en silo, qu'on est dans une logique de réseau, qu'on est dans une logique de coopération, et que, finalement, quand je regarde ça, je vous livre la réflexion suivante. La logique d'une abeille ouvrière au sein de la colonie d'abeilles. On pourrait dire qu'elle est de 3 natures. La première logique de l'abeille ouvrière, c'est d'évoluer au sein des différentes équipes au cours de la saison durant sa vie. C'est en fait une logique de contribution individuelle, comment j'évolue dans le système. Deuxième logique, c'est de contribuer quand elle est dans une équipe à la réussite de l'équipe. Quand une abeille est dans l'équipe des gardiennes, c'est simple, il faut faire le contrôle d'accès, empêcher les prédateurs et favoriser l'entrée de ceux qui ramènent du nectar, les butineuses. Deuxième logique contributive, c'est une logique de contribution à la réussite de l'équipe. Et la troisième logique contributive, c'est de contribuer à la réussite globale de la colonie d'abeilles sur l'ensemble de la saison
pour que les stocks de miel soient suffisants à l'approche de l'hiver. Eh bien, je vais vous dire, vous aussi, vous avez des collaboratrices et des collaborateurs desquels vous pouvez espérer, bien sûr qu'ils vous obéissent, mais vous pouvez aussi favoriser leur logique contributive individuelle, c'est-à-dire leur épanouissement dans l'entreprise, mais vous pouvez aussi exiger par votre management et favoriser le fait qu'ils contribuent à la réussite du service ou du département dans lequel ils travaillent, et puis surtout parce qu'il y a chez vous un projet commun et partagé, je n'en doute pas, contribuer à la réussite du projet commun et partagé. Ben ça, c'est encore du management. Et c'est encore une logique humaine qui est puissante parce qu'elle allie le comment et le pourquoi. Quatrième chose fascinante chez les abeilles, c'est la danse des abeilles et leur capacité à échanger les bons plans pour faire réussir la colonie d'abeilles. Ça s'appelle la danse des abeilles. Karl von Frisch, un célèbre Autrichien et éthologue qui a découvert le langage des abeilles. Je vous le répète, je vous le fais découvrir très rapidement. Vous avez une ruche au milieu d'une prairie, le soleil qui se lève à l'horizon, et on va dire que derrière le sapin, il y a un point numéro 2, et on va estimer que c'est par exemple un tilleul en fleurs. Le tilleul produit un nectar magnifique pour les abeilles. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le constater. Eh bien, les premières abeilles butineuses qui sortent le matin vont explorer la prairie et les environs de la ruche jusqu'à identifier le point numéro 2 où il y a la ressource en nectar floral la plus abondante et la plus proche de la ruche. Elles vont donc récupérer le nectar, revenir à la ruche, et là, elles vont faire une réunion avec d'autres abeilles en leur donnant le bon tuyau, à savoir, il y a un tilleul avec plein de ressources utiles à vous-même, à votre équipe et à la colonie d'abeilles. On en revient à cette logique de contribution positive. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'abeille qui a eu ce bon tuyau va communiquer à plusieurs dizaines d'autres abeilles butineuses qui ne sont pas encore sorties de la ruche et qui n'ont encore pas découvert le tilleul. Et elle va leur donner 3 informations importantes. La première, quand tu sors de la ruche, tu repères le soleil, je vais te donner un angle qui te donnera la direction à prendre pour atteindre le tilleul. Je vais te donner aussi un signal qui va te permettre d'enregistrer quel est le temps de vol, quelle est la distance entre la ruche et le système floral. Et je vais te donner un 3e petit cadeau, un petit bisou de nectar de tilleul pour que tu mémorises la cible à atteindre. Les 40 abeilles qui ont cette information sortent de la ruche, filent sur le tilleul, direct, ramassent le nectar de tilleul et constatent qu'elles ne peuvent pas ramener tout ce nectar à elles seules. Elles reviennent à la ruche et à nouveau, elles vont faire une communication à un autre groupe d'abeilles pour augmenter la capacité de toutes les abeilles butineuses à récolter ce nectar de tilleul abondant et proche de la ruche. C'est assez fascinant et ça passe par une communication qu'on appelle la danse des abeilles, dont je vous donne les clés très rapidement. Et ça correspond au 8 qui est en bas sur l'écran, au milieu plutôt. Voilà, la danse des abeilles, ça consiste en une danse en forme de 8. D'accord ? L'axe vertical symbolise l'axe du soleil. La barre du 8 indique l'angle qui est celui qu'il faut prendre en sortant de la ruche. Au milieu de la barre, les abeilles frétillent et la vitesse de leur frétillement symbolise le temps de vol entre la ruche et la fleur. Et enfin, il y a ce petit bisou magnifique qui permet aux abeilles d'identifier la cible à atteindre. Alors là, si ce n'est pas de la performance en termes de communication, un message clair, positif, facile à comprendre et diffusé au maximum des gens susceptibles de se mobiliser pour mobiliser la ressource et contribuer à la réussite du groupe. Alors là, quand vous ferez de la communication avec la même qualité que celle des abeilles, c'est même plus la peine de venir à un congrès, tout va marcher tout seul. Mais je pense qu'il y a peut-être à s'inspirer de cette logique magnifique qui combine l'agilité des premières abeilles capables de découvrir le nectar
et la performance d'une communication qui permet d'embarquer tout le monde avec clarté sur un objectif commun qui contribue à la réussite du groupe. Alors, on ne peut pas parler d'abeilles sans parler de pollinisation, évidemment. Petit schéma rapide pour vous remettre les choses en tête. Vous avez des pissenlits qui produisent du nectar que j'ai symbolisé par un cocktail, un verre de cocktail. Et puis alors, les abeilles se spécialisent sur la même espèce florale toute la journée pour être plus efficaces. Et du coup, en plongeant dans la fleur de pissenlit pour prendre le nectar, elles se couvrent de pollen de pissenlit. Et comme elles vont visiter que des pissenlits au cours de la journée, elles vont contribuer à féconder les pissenlits qui vont donner ces petites graines, vous savez, ces petits parachutes sur lesquels on souffle quand on est enfant, qui vont se disperser dans la prairie et donner des pissenlits l'année suivante. Je vais vous dire un truc. Finalement, sans jamais avoir lu de bouquin sur le développement durable, l'abeille qui est en bas sur l'image, elle contribue largement à renouveler les ressources florales pour les générations futures d'abeilles. Autrement dit, ce qui est fascinant dans le vivant, c'est sa capacité à entreprendre sans détruire. C'est sa capacité à rentrer dans une logique de circularité qui régénère en permanence le système sans l'affaiblir ni le détruire. C'est génial. C'est évidemment ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que notre croissance depuis, ça a été très bien dit, depuis 200 ou 150 ans, elle a été en partie fondée sur notre capacité à puiser des ressources, voire à s'épuiser, à l'épuiser. Et bien maintenant, il va falloir créer de la valeur autrement. Et on est dans un changement complet, inspiré par cette logique de la pollinisation et de la logique de la circularité. Je crois que dans vos métiers, c'est fondamental. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit en première partie, mais je pense que ça vous parle. Effectivement, c'est là que sont les valeurs nouvelles, économiques, financières, mais aussi culturelles, parce que c'est les valeurs indispensables, même nécessaires pour que l'on puisse perpétuer notre présence sur Terre et sauvegarder l'habitabilité de la planète. Parce que si on ne fait pas ça, on se met dans une situation catastrophique pour les abeilles, mais aussi pour nous, ce qui est quand même gênant. J'aurais dû vous le dire, c'est une photo un peu coquine qui s'affiche à l'écran. Cette photo, c'est celle de l'accouplement d'une reine avec un mâle. Et vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire dans un congrès sérieux comme le nôtre ? En fait, c'est très simple. Il faut savoir que la reine, pour remplir sa spermathèque, va faire un vol nuptial et va s'accoupler avec une trentaine de mâles différents qui viennent de ruches différentes, qui ne sont pas les mâles de sa propre colonie et qui apportent un patrimoine génétique diversifié à la spermathèque de la reine et donc aux descendantes, aux abeilles qui vont descendre génétiquement de cette rencontre, de ces rencontres. Et en fait, ça montre un truc fondamental, c'est que c'est dans une ruche, et on ne le sait pas toujours, les abeilles sont des demi-sœurs, elles ont en commun la même maman, mais pas les mêmes papas. Et donc, il y a une diversité génétique incroyable au sein de la ruche, et ça explique sa capacité à s'adapter, à développer des comportements qui ne sont pas toujours unanimement les mêmes. Et en fait, ça génère une capacité d'adaptation. Et la leçon, elle est simple. Sans diversité, le système s'effondre. Parce qu'il tourne en rond et parce qu'il n'a pas un apport génétique qui lui permet de se revivifier en permanence. Eh bien, pensez-y. Et j'en suis convaincu, la diversité est la meilleure réponse à la complexité. Et Dieu sait que dans vos rôles de manager, vous avez affaire à des problèmes complexes et ce n'est pas le contexte géopolitique qui va vous apaiser ni vous amener vers moins de complexité. Face à la complexité, la diversité que développent les abeilles leur a permis de perdurer sur plusieurs millions d'années. Là aussi, peut-être quelque chose qui peut nous inspirer. J'en viens à l'essaimage dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. Je vais vous développer plus
précisément le processus. Au point, une ruche prospère, qui se développe, qui a plein de miel partout, il n'y a plus de place. C'est la crise du logement. Ça va générer le départ de 50% des abeilles, c'est le point numéro 2, qui vont sortir de la ruche pour créer ce qu'on appelle un essaim. Alors, dans cet essaim, il y a la reine, et il y a les abeilles ouvrières, la moitié des effectifs. Et son destin, ça va être de passer au point 3, c'est de trouver un endroit pour s'installer durablement et créer une deuxième colonie d'abeilles. OK ? Eh bien, en fait, derrière ça, il y a plusieurs réflexions intéressantes. La première réflexion, c'est que on observe que toutes les abeilles, les colonies d'abeilles, qui atteignent la taille maximum de 60 000 abeilles, c'est à ce moment-là que se déclenche l'essaimage. Il n'y a pas de colonie d'abeilles qui aurait 100 000 abeilles. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, les scientifiques ont étudié la chose, sont aperçus qu'au-delà de 60 000 abeilles, la reine n'a pas assez d'hormones de cohésion pour distribuer à tout le monde. Et le risque, ce serait que si la ruche contenait, par exemple, 80 000 abeilles, il y en a 20 000 qui ne seraient pas dans le coup, qui feraient des imbéciles dans le fond de la colonie. Ça ne va pas du tout, ça. Et donc, la question que nous posent les abeilles, c'est quoi la bonne taille d'un groupe pour qu'il reste performant ? Et c'est quoi la taille plus grande au-delà de laquelle sa performance se détruit ? La question de la taille est une question qu'il ne faut pas élucider, qu'il faut traiter. Quelle est la bonne taille pour un groupe, pour une entreprise, pour un codir, pour un groupe de travail ? C'est votre responsabilité. Faites comme les abeilles. Soyez soucieux d'identifier le point au-delà duquel ça marche moins bien. Et ce n'est pas toujours plus qui permet de faire mieux. Question fondamentale. Deuxième question, deuxième remarque plus exactement, c'est toujours la reine la plus âgée qui s'en va dans l'essaim pour quitter la ruche et qui donne en héritage à une jeune reine, la ruche telle qu'elle est pour qu'elle la redéveloppe. Là aussi, comment on gère les changements de génération ? Comment on envoie les plus expérimentés là où il y a le plus de risques, celui de la conquête de nouveaux territoires ? C'est ça le principe de l'essaimage. Et dernière remarque sur l'essaimage, en fait, les abeilles qui sont dans l'essaim, elles ont à faire un choix, c'est on va où s'installer ? Je vous ai mis quelques illustrations d'endroits possibles où cet essaim pourrait s'installer durablement. Construire un petit peu de cire et où la reine se remettrait à pondre et à partir de là, le système se réenclencherait. Une cheminée d'usine, un arbre creux, une cabane de jardin ou derrière les volets d'une maison close, enfin d'une maison fermée. Donc, c'est le choix apparemment qui a été proposé à cet essaim et on s'aperçoit qu'en fait, pour prendre cette décision, les abeilles ont un système décisionnel qu'on n'ose pas toujours mettre en place, nous les humains, parce qu'on est trop rationnel et soucieux de perfection. Les études qui ont été conduites sur les destins des essaims d'abeilles montrent que, chose étonnante, les abeilles ne cherchent pas la meilleure solution. D'abord, elles délèguent la décision de s'installer ailleurs à des abeilles qu'on appelle les éclaireuses. Ce n'est pas la reine qui choisit la destination finale de l'essaim, et ce ne sont pas les 30 000 abeilles de la colonie qui débattent de manière infinie sur « on va où les filles ?» Ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a une centaine d'abeilles éclaireuses qui sont déléguées par la colonie, par l'essaim, pour aller prospecter dans le voisinage les endroits où s'installer et qui se mettent d'accord pour éliminer les endroits les moins intéressants jusqu'à ce qu'il reste un choix limité et finalement un choix final unique qui n'est pas l'endroit parfait mais qui est le compromis le plus acceptable pour que le nouvel essaim puisse réussir. Voilà quelques leçons de stratégie qui peut-être peuvent vous inspirer. Je termine sur l'intelligence collective des abeilles pour régler le problème important de la thermorégulation au sein de la colonie d'abeilles. Et là, je fais appel à un schéma d'un autre éthologue américain, Thomas Stille.
j'en profite pour dire que toutes les slides sont... il y a les sources, si vous voulez aller au-delà, vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez avoir des datas de dingue qui vont vous renvoyer sur plein d'informations. Et si vous voulez voir des danses d'abeilles, vous tapez danse d'abeilles Carl von Frisch, et hop, vous allez voir des vidéos, il y en a plein partout, c'est génial. Et ça vous permettra d'aller au-delà de ce petit propos dans le cadre de ce congrès. Comment ça marche, la thermorégulation des abeilles? Alors en fait, là c'est une vue en coupe de la ruche. Sur la partie en bleu, c'est les abeilles pendant l'hiver, et sur la partie en rouge, c'est les abeilles l'été. L'hiver, les abeilles se regroupent comme dans un... ça fait comme un ballon, vous voyez, en 3D. Et on s'est aperçu que dans cette boule d'abeilles, il y a une organisation incroyable. Cette organisation est la suivante. Au milieu de la boule d'abeilles, il y a des abeilles chauffeuses qui mangent du miel pour produire de l'énergie et monter la température à 35 degrés. C'est la zone en rouge sur le schéma. La zone en jaune, c'est les abeilles qui sont en repos, entre 20 et 30 degrés, impeccable. Et la zone en grisé, c'est la zone de protection, c'est la zone tampon, c'est la zone qui permet à éviter aux abeilles qui se serrent les unes contre les autres, qui empêche le froid d'entrer dans le groupe et la chaleur de sortir. Mais quand on regarde ça avec une caméra thermique, on s'aperçoit que des abeilles n'arrêtent pas de changer de place. Et qu'en fait, toutes les 20 minutes, les abeilles chauffeuses vont se reposer dans la zone de repos, mais sont remplacées par d'autres. Et que les abeilles qui font l'étanchéité, quand elles commencent à avoir froid, il y en a d'autres qui prennent leur place et elles vont se réchauffer dans la zone de repos. En fait, c'est une dynamique de groupe. C'est une logique d'intelligence de groupe. C'est une logique d'intelligence collective. Autrement dit, c'est quoi? Ce n'est pas un individu qui pilote le système, c'est le groupe qui, par sa solidarité, trouve les solutions innovantes, à savoir réguler la température. Et je termine rapidement avec l'été. L'été, il fait chaud. Alors, il y a des couloirs d'aération qui figurent en blanc avec des flèches sur le schéma, dans lequel il y a des abeilles ventileuses qui ventilent et qui assurent un courant d'air pour ventiler le système et éviter qu'il ne surchauffe. Mais là aussi, les scientifiques nous donnent des renseignements précieux sur le fonctionnement de ce système. Si jamais la chaleur dépasse les 35 degrés à l'extérieur de la ruche, en période de canicule par exemple, que va-t-il se passer? Eh bien, il y a des abeilles butineuses qui vont sortir de la ruche, qui vont aller chercher de l'eau dans les rivières, dans les flaques d'eau et dans les piscines, et qui vont ramener de l'eau dans le système de ventilation pour le régurgiter comme un brumisateur, et l'eau va s'évaporer pour emmener les calories trop importantes et éviter la surchauffe du système. Surchauffe qui pourrait être dramatique parce que ça pourrait faire fondre la cire et le système s'effondrerait au sens physique du terme. Voilà quelques-unes des réflexions que je suis venu vous partager à propos de ma passion pour les abeilles, mais aussi de la connaissance scientifique que nous avons des abeilles, et puis aussi de l'expérience que j'ai de l'entreprise, qui me permet peut-être de favoriser quelques liens que vous n'aurez pas manqué de faire avec vos propres logiques. 8 principes pour réussir comme les abeilles. N'oubliez pas la cohésion, le projet commun, la contribution. Alors en fait, la logique contributive, ça s'appelle la motivation. Ça veut dire entretenir la motivation des gens. Combiner agilité et performance, communiquer de manière efficace, s'inscrire dans une logique de très long terme qui régénère les ressources plutôt que les détruire. Ne pas oublier que la diversité est un atout en situation complexe. Penser à la robustesse sur le long terme, comme l'essaim, à investir dans l'avenir, dans de nouveaux territoires, de nouvelles ressources, et puis mobiliser l'intelligence collective, comme nous l'ont démontré les abeilles dans leur capacité à thermoréguler la température dans la ruche. Alors, pour conclure, un dernier mot, une dernière petite formule qui m'est inspirée par les abeilles, que j'ai envie de vous délivrer, qui sera ma conclusion et qui peut-être nous permettra de mieux comprendre non seulement comment fonctionne le vivant et les abeilles, mais aussi de mieux comprendre quelques secrets qui nous permettraient d'être encore plus forts ensemble, plus forts en collectif et plus forts dans le réseau qui est le vôtre
et dont chacun sait que l'avenir est dans notre capacité à développer les réseaux pour innover, s'adapter, faire preuve d'agilité. Voici donc la petite phrase que je suis venu vous dire de la part des abeilles. Merci beaucoup de votre attention. Henri Duchemin. Merci.